Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Alors, une citation de Kant en intro d'un podcast, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'accorde. Pourtant, cette citation est tout à fait pertinente par rapport à ce qu'on va se dire pendant l'heure qui va suivre, et même un peu plus. Bonjour, je m'appelle Simon Guillochon et vous êtes sur mon podcast, Le métier qui rentre. Ingénieur informatique depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer des profils de métiers fascinants, et je voulais partager ça avec vous. Que ce soit avec leurs mains, leur cerveau ou les deux, je vous emmène tous les 15 du mois à la rencontre de jeunes professionnels qui ont relevé l'immense défi de simplement se lancer dans leur projet. De leur parcours à leurs plus grosses galères, en passant par quelques anecdotes toutes plus mémorables les unes que les autres, je suis sûr que vous serez fascinés, inspirés et motivés par ce qu'ils vont vous raconter. Allez, c'est le moment de plonger dans le métier qui rentre, c'est le moment de vous lancer. Maxime Lecomte, bonjour. Salut à toi Simon. C'est un plaisir de t'avoir dans le podcast. Ça fait quelques temps que je voulais t'avoir avec moi pour parler de ton métier, parler de ce que tu fais. Ça tombe bien, le métier qui rentre, ça va être assez pertinent pour ça. Est-ce que ça va ? Nickel. Ouais, au top. Après petite journée de travail un peu chargée, mais comme tous les jours. Grosse journée de taf. Écoute, le programme, je te propose que on commence par une petite présentation de ta personne. Savoir ton parcours, un peu ce que tu as fait, une présentation rapide. Après, je poserai les questions. Ensuite, on ira un peu sur la partie c'est quoi un chercheur en physique quantique, ce que tu es, doctorant du moins aujourd'hui. Et puis, on partira après vers des questions un peu plus récurrentes du podcast. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi ? C'est quoi tes plus grosses galères que tu as rencontrées au cours de ta jeune carrière ? Et puis, quelques questions légères sur la fin pour conclure ce podcast. Ça te va ? Nickel. Top, super. Eh bien, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, très simplement ? Ouais, donc moi, salut à tous. Moi, je m'appelle Maxime Lecomte. Je suis actuellement en thèse ou en doctorat. Les deux mots sont... Vous pouvez retrouver les deux mots. Donc c'est après le master. Ça fait un peu loin, ça fait dans les études. Je suis donc un doctorant en physique quantique. Je pense qu'à peu près tout le monde a entendu parler, ou à peu près, pas de près, de loin, mais au moins de loin, ce que c'est. Il n'y aura pas d'équation, il n'y aura pas de détails. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est passionnant au passage. Et après, on reparlera du parcours. On va faire un peu le tour de tout ça, t'inquiète pas. On va driver un peu tout ça. On va aller en profondeur dans ton métier, dans la façon dont tu l'expérimentes jour après jour. Déjà, on va recommencer par le début. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le parcours d'un chercheur en physique quantique ? Comment on devient chercheur en physique quantique ? Nous, on se connaît depuis le collège. Quand je t'ai connu, bien que je m'en souvienne pas non plus à 100%, ça fait quand même quelques années, mais je me serais pas imaginé te voir devenir chercheur. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé à chercheur ? Par quoi t'es passé ? Je pense que je vais donner deux niveaux de réponse. La réponse très basique qui va être quel a été mon parcours, un peu généralisation vis-à-vis de ça, mais la question de le jour où je me suis dit c'est vraiment le métier que je veux faire. Ça on verra après. Commence par ton parcours. Ok, nickel. Du coup, lycée, à l'époque on avait encore les bacs S, ES et L. Donc moi j'ai fait un bac S. Globalement, dans ce que je fais dans mon domaine, tout le monde a fait un bac S. Tout le monde a un bagage scientifique assez prononcé. C'est scientifique. C'est vraiment très scientifique. Okay. Il y a quand même, notamment quand tu fais de la physique, quand même à un certain niveau, tu dois avoir un bagage mathématique assez conséquent. Je pense qu'en fait, le moment un peu charnière, il est un peu après le lycée finalement, le lycée qui reste assez général. Finalement bac S ou maintenant avec les options, je connais pas trop, je m'avance pas trop non plus sur ça. On va pas. Là, le but c'est pas de refaire les parcours qui existent aujourd'hui, c'est de faire le tien. Mais je pense que le moment charnière, il reste toujours après le lycée, qui est la classe préparatoire. Donc, la classe préparatoire, c'est un truc qui n'existe pas dans les autres pays, qui est très français, Okay. Et c'est globalement l'une des voies avec l'université ou la fac, qui sont dans mon domaine, qui ont été empruntées par les gens, par les chercheurs, les doctorants.
Donc du coup, la classe prépa, c'est ce qui mène, ce qui donne accès ensuite, quand on réussit des concours à la fin, à des écoles d'ingénieurs. C'est le moment où on développe des facultés, des capacités, et techniquement aussi parlant, des habiletés d'un point de vue mathématique, dans mon domaine scientifique de manière générale, en particulier mathématiques, en physique, en chimie. La prépa. En prépa. On parle de la prépa. Ouais. Ok, parce que, comme je t'ai dit, on s'est connus collège, on était très, très proches au lycée. Je te voyais bon élève, mais je te voyais pas non plus... Moi, je te rassure, je savais pas du tout à l'époque que j'allais faire prépa. En fait, finalement, j'ai fait prépa parce que j'aimais les sciences et je suis resté dans cet état d'esprit de ok, je veux faire d'abord un truc qui me plaît avant de commencer à calculer et de savoir quel métier je veux faire après. Ça, je pense qu'on pourra peut-être en revenir un peu, on pourra peut-être revenir un peu dessus, mais je pense que c'est assez important. Mais là, du coup, pour la partie prépa, j'ai envie de m'attarder un petit peu là-dessus parce que j'ai un souvenir assez marqué de toi qui charbonne comme pas possible pendant ta prépa. Ouais, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais, j'imagine que pour arriver où vous êtes, il faut bien charbonner pendant ta prépa. C'est 2 ans la prépa ? C'est 2 ans, ça peut se faire en 3. Toi, tu l'as fait en 3 ? Je l'ai fait en 3. Ouais. Pourquoi tu l'as fait en 3 ? Je l'ai fait en 3 parce que normalement c'est 2 ans, et puis après, à la fin des 2 ans, vous passez des concours, on passe tous des concours, et puis suivant les écoles qu'on a, suivant aussi le niveau de satisfaction qu'on a vis-à-vis des écoles qu'on a reçues, vis-à-vis du niveau auquel aussi on s'est senti, est-ce que je peux faire plus si jamais je me donne une année supplémentaire, il y a le choix d'accepter ces écoles ou alors de redoubler, mais ce qui n'est pas forcément considéré comme un redoublement, il y a vraiment beaucoup de gens qui décident de faire une 3e année, pour notamment viser des écoles qui sont plus soit prestigieuses, c'est une partie. Moi, dans mon cas, c'était pas forcément le prestige qui m'importait, mais c'était plus j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent à proprement parler. Et j'avais un certain nombre d'écoles en tête. Je m'étais dit, je veux atteindre à peu près ce niveau-là, à la fin, même d'un point de vue satisfaction personnelle. C'était quoi les écoles que tu avais en tête à la fin de la 2e année, avant de reprendre la 3e ? Globalement, je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que là, c'est quand même ça peut être un peu technique, mais une grande école du type, comme celle que j'ai faite, l'ENS Paris-Saclay. Qui est vraiment, elle, plus axée, pas du tout école d'ingénieur, mais plus axée déjà recherche ou professorat. Des écoles comme l'IX, Centrale, ce genre de choses. J'avais déjà eu des écoles des bonnes écoles, vraiment à proprement parler, en première année, mais il y avait du coup en 2e année, mais j'ai décidé de redoubler parce que d'un point de vue même satisfaction personnelle, juste je sentais que j'avais pas réussi comme j'aurais voulu réussir, peut-être dû aussi, et que j'avais passé une année, parce que comme c'est vraiment très très intense, c'était une année pas forcément simple, beaucoup de données et de choses à ingérer, et c'est comme si j'avais pas eu le temps, je m'étais pas suffisamment donné de temps pour les digérer en fait. Okay. Et finalement ça a très bien porté ses fruits et j'ai eu la bonne analyse de moi-même, ça a aussi été important à cet instant. Ça c'est un vrai point important, le fait de réussir à se comprendre soi-même et savoir ce qu'on veut et à quel moment on le veut. Et d'être suffisamment humble aussi pour reconnaître ses défauts, et de savoir se dire ok, là je peux progresser, là si je me donne un an, là j'ai une vraie marge de progression, là je l'ai pas, et d'essayer de maximiser aussi son potentiel pour avoir à la fin les meilleurs résultats possibles en fonction de ses points forts et de ses défauts. Ouais, je sais pas si c'est de l'humilité, mais une prise de recul qui est assez impressionnante en tout cas. Mais du coup t'as fait... C'est 5,5, c'est ça ? Ce qu'on appelle dans le jargon 5,5. La 3e année c'est 5,5. Ouais. Ok. Donc t'as fait 5,5. À la fin t'as passé tes concours. Ouais. Juste, j'ai un tout petit détail sur le concours. Comment ça se passe le concours ? Les concours, en gros, même l'année, la 2e année ou la deuxième année ou la 3e année, finalement c'est simple, tu commences tes cours en septembre, en décembre déjà tu sais à peu près dans quel concours tu vas t'inscrire. Je crois que c'était avril en fait, à peu près dans ce genre de moment, tu commences à passer les écrits. Les écrits c'est genre 1 semaine par concours, sachant que tu passes genre, tout dépend des gens, mais de 2 à 4 ou 5 concours. Du coup, c'est genre, t'as un bon mois assez intense, où t'as 2 épreuves par jour, des épreuves qui sont en moyenne d'une durée de 3 heures ou 4 heures. C'est assez intense. Les plus longues d'ailleurs que j'ai faites sont de 6 heures. 6 heures c'est très très intense, très très long. Mais en gros, voilà, tu travailles, t'as toujours cette période-là où durant un mois et 1 semaine, si tu passes tous les concours, ça va être assez compliqué. Il faut aussi savoir gérer son niveau de fatigue sur ce mois-là. Un mois avec... Et ça, c'est des écrits. Des concours écrits, mais ça dure... c'est sur une journée par école, par type d'école globalement ? Non, globalement, c'est genre 1 semaine. Par exemple, si je prends un concours, peu importe lequel, le mien, celui que j'ai passé ou celui sur lequel j'ai réussi mes épreuves, c'était donc le concours XENS ou Polytechnique ENS, quoi.
où il y a 3 ENS dedans, Polytechnique et le SPCI dans la filière dans laquelle j'étais. ESPCI. Le SPCI, c'est une école d'ingénieurs sur Paris qui est juste à côté, enfin qui est pas loin, parlant du Panthéon aussi. École, sciences, physique, ingénieur. C'est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle. Ok. Mais il y a un bon background scientifique. Je vais t'embêter pendant tout le podcast sur les acronymes. T'inquiète, non mais t'as raison. À l'instar des architectes que j'ai eu, mais ces chers architectes que j'ai eu, qu'on en plein, chaque métier en fait a ses propres acronymes, donc je vais t'embêter tout du long. Ouais, non mais t'as raison. Mais ok, donc on a en gros une semaine par école, donc t'as passé un gros mois à le faire, donc ça fait quoi? Il y avait 5 types d'écoles différentes, c'est ça que tu disais? Moi j'avais passé 4 concours, donc en gros c'est un mois, et tout dépend de l'ordre des concours, t'as peut-être une semaine de pause à un moment donné, parce que faut considérer qu'il y a 5 semaines en gros d'écrits, qui sont des épreuves d'admissibilité. Donc après ce mois-là, tu reviens en classe préparatoire pour quelques semaines. Préparer des potentiels oraux. Et pour préparer des oraux. Avant d'aller sur les oraux, j'ai une dernière question à te poser sur les écrits. Ouais. Comment tu fais ton choix des écrits et des écoles que tu as faites? C'est pareil, c'est la prise de recul sur toi, tes compétences par rapport à l'année? Tu as le conseil des profs dans la prépa? Comment tu fais ton choix autour des écoles? Alors c'est un ensemble de choses. Disons que si tu es un élève qui est dans la moyenne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le concours commun un peu général pour avoir une école dessus. Et après, par contre, si tu es un élève qui a aussi envie de, par exemple, te préparer à ce concours un peu général, c'est bien aussi de se mettre dans le bain, de choisir un autre concours, même s'il est un peu plus haut niveau, pour se préparer, se mettre un peu dans le bain, etc. Ça, c'est pour l'élève un peu moyen. L'élève un peu moyen, il va passer, disons, 2 concours, et ses choix sont faits pour cet objectif-là. Quand tu commences à être un élève que t'es moyen plus, tes classements finalement sont donnés aussi par tes notes que tu as eues dans l'année, et donc tu sais à peu près estimer ton niveau en fonction de toutes les notes que tu as eues, qui, comme on a énormément de notes, genre c'est vraiment un DS de 4 heures tous les samedis, et il y a aussi 2 heures de colle par semaine, donc tu as beaucoup de notes. L'avantage de ça, c'est que tu sais bien estimer ton niveau vis-à-vis de tous les autres personnes de la classe, vis-à-vis aussi des années précédentes. Là, il y a aussi un conseil des profs, qui peuvent te dire ok, tu as à peu près tel niveau, tu peux viser tel ou tel concours. Donc par cette concertation à la fois personnelle et aussi avec les professeurs, tu sais globalement que tu vas passer 2 concours, au moins 2 quand même, et donc après si t'es... 2 c'est le strict minimum. Ouais, normalement, t'as quand même toujours le concours que toi tu vises, et t'as quand même un autre concours en mode soit sécurité, soit vas-y, je suis sûr d'avoir un truc sur ce concours un peu général, et dans ce cas-là je veux me préparer au mieux pour avoir la meilleure école de ce concours général en passant un concours un peu avant, un peu plus ardu. Le truc général et le truc un peu hardcore, histoire de se challenger un peu. C'est ça, et même aussi histoire de rentrer dans le rythme, parce que c'est quand t'as une semaine d'écrit comme ça, où tu commences à 8h tous les jours, tu finis à midi, enfin tu fais 8h midi, tu vas faire 14h, 18h, il y a un certain rythme à prendre, et du coup, il y a aussi ce truc, un peu ce mood mental parfois que tu peux avoir, comme lorsque tu fais, je sais pas, des échecs ou ce genre de choses, quand tu rentres en compétition. On va revenir sur les échecs après, voilà, t'en fais pas. Peu importe, mais il y a ce côté un peu compétition qui rentre aussi en jeu, et donc tu dois être préparé mentalement, un peu physiquement, avoir ton rythme, et du coup te mettre dans le bain, quoi. Ok, cool. Okay. Du coup, pour en revenir, juste pour finir avec ça, les élèves, par rapport au choix d'école et de concours, les élèves un peu moyens supérieurs vont plutôt choisir 2-3 concours du style ok, si je peux très bien avoir une école sur ce concours-là qui est un peu plus difficile, ce sera super. Pour les très bons élèves, moi j'en ai passé 4, je pense que j'aurais pu en passer que 3, mais je me dis bon, jamais, à tout moment il peut y avoir un problème, je préfère aussi assurer sur le concours général et commun. Donc voilà, c'est un peu comme ça que se font les choix ensuite, vis-à-vis au prorata de ton niveau dans l'année en fait. Question très rapide, juste avant de passer sur les oraux justement, parce que faut avancer. Ouais. Tu parles d'élèves moyens plus, supérieurs. Est-ce que c'est admis ça dans les prépas, dans la promo que vous êtes? Après j'imagine que c'est quelque chose qui est assez... chacun un peu dans sa bulle, dans son truc. Même s'il y a peut-être des groupes qui se font, du travail entraide, etc. Du travail de l'entraide. Très clairement, c'est ça qui se fait, ouais. Mais est-ce que c'est admis, ce statut d'élève moyen, élève supérieur, de lui il aura plus de chances que moi parce qu'il est meilleur que moi? Est-ce qu'il n'y a pas cette... Enfin, je veux dire, il y a ce recul Ouais, alors déjà peut-être que j'en parle avec un peu trop de recul, mais j'aimerais bien remettre un peu en contexte. La prépa, c'est un moment où globalement tout le monde aurait eu des mauvaises notes, où à un moment donné, tu vas devoir te détacher du concept de notes si tu veux réussir, parce que ce qui compte, c'est pas forcément la note en elle-même. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un 5 ou un 6, rarement, peut-être, ok, certes, mais ça m'est déjà arrivé. Et faut pas le voir comme étant, dans le cadre de la prépa, un truc punitif. Faut le voir comme étant, ok, ton niveau à un instant T, sur tel sujet, ça a été ça.
Et c'est pas un jugement de valeur sur la personne, c'est un jugement de l'élève en question et de son niveau à un instant T sur un sujet précis. Donc une fois que tu as réussi à te détacher suffisamment de ce concept de notes, je pense que ça c'est un truc qui pourrait vraiment être étendu à un concept hors prépa. T'en as tellement, etc., qu'à la fin, tu te détaches un peu et tu dis juste, ok, qu'est-ce que je pourrais tirer comme conseil, comme chose positive de justement cette note un peu négative. Et quand tu es dans cette démarche-là, après il n'y a pas de souci. Globalement, moi j'ai vraiment pas trouvé par contre qu'il y ait de jugement de valeur. Du moins, moi, c'est pas comme ça du coup que je ressentais les choses. Il n'y a pas de jugement de valeur vis-à-vis de. Et c'est pas grave, quoi. Oui, non, mais on est tous égaux malgré tout par rapport aux situations en question. Et même aussi, genre, tu vois, par exemple, ces trucs qui sont en mode. Enfin, c'est quand même très très compliqué d'ingérer énormément de données en un certain temps. Et ça demande des capacités. Genre, moi, tu me mets sur l'équivalent de la prépa dans un autre domaine, je suis pas sûr du tout de réussir. Et peut-être que je serais dernier de la classe, j'en sais rien, tu vois. Tu me mets en lettres. Je pense que je serais dernier de la classe. Ouais, je te repose une question à ce niveau-là sur l'expertise vraiment précise que tu as dans... Mais... Ça, on reviendra dessus après parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui sera aussi pertinent par rapport à ton métier aujourd'hui. Là, on peut aller sur les oraux, je pense. Si on avance sur les oraux. Donc, on a les fameux écrits qui... Ce qu'il faut juste retenir par rapport à ça, c'est que les notes, ça évalue un élève, le travail d'un élève à un instant T, et que ce n'est pas représentatif d'une personne. Et ça, on s'en est vraiment, je pense, assez tous détachés. Ok, c'est contextuel. C'est pas... faut sortir du contexte à un moment. Ok, cool. Très bien. Très clair. Sur les oraux maintenant, au niveau de justement fin des écrits, 5 semaines d'écrits hyper intenses, on passe aux oraux. C'est quoi la préparation du coup? Parce que tu retournes en prépa, tu retournes avec tes profs, tu refais tes cours, et là tu passes en mode préparation. Là tu fais plus de cours, justement. Tous tes cours finalement, ton programme il a été terminé avant les écrits. Ce que tu fais quand tu reviens à ce moment-là, c'est beaucoup de prépa. Dans mon cas, dans ma filière, c'était pas mal de TP, de travaux pratiques, que tu révises. Et il y a aussi, t'as un peu plus de temps, et surtout, beaucoup de préparation à des oraux. Beaucoup d'exercices oraux, qui sont en général beaucoup moins longs, forcément qu'exercices d'écrit, mais qui sont plus ouverts. Et ça demande d'avoir pris un certain recul. Souvent, on a un exercice à l'écrit, c'est même déjà ça au collège ou au lycée, parfois t'as des réponses un peu préformatées sur le début de l'exercice. Ça, quand tu sais bien le faire, quand c'est assez rapide, normalement, sur un concours normal, il n'y a pas de souci, tu le fais et tu t'as juste bien appris, etc. Et tu récites. À l'oral, ça demande d'avoir plus compris les choses. Déjà d'avoir un travail d'expression vis-à-vis de ça, enfin vis-à-vis de la personne que tu as en face et qui est un correcteur. Donc bien expliquer certains termes avec les mots justes aussi, parce que ce qu'on compte, c'est plutôt parfois le nombre d'erreurs que la personne en face fait. Ne pas dire de bêtises, ça c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui semble assez récurrent, ne pas dire de bêtises. En science, c'est quand même, je pense, un certain mot d'ordre. De ne vraiment pas dire de bêtises et préférer dire qu'on ne sait pas, plutôt que de dire une bêtise. Donc du coup, c'est vraiment un exercice différent de ce point de vue-là. Un exercice souvent plus ouvert, avec moins de texte. Et là, on voit un peu comment le candidat peut réagir face à un problème un peu plus ouvert. Donc ça demande un peu une préparation spécifique qui se fait sur... quelques semaines, un mois, avant de passer justement les oraux. Les oraux, si on peut commencer à en parler maintenant, c'est vas-y, aussi un mois en fait. C'est à peu près pareil en fait, c'est une semaine par concours que tu vas passer. Une semaine d'oraux? Ouais, c'est une semaine d'oraux par concours que tu as. Donc du coup, t'as différentes matières, et tu fais un oral par matière globalement? Ouais, globalement, tu vois, alors si je prends un concours random, bah tu vas avoir peut-être 8, 9, 10 euros, un truc comme ça. Ça dépend un peu des concours, mais disons un concours où tu vas avoir, disons, entre 3, 4 et 8, 9, 10 euros, tu vois. Ça dépend un peu des concours. Mais disons en moyenne, prenons 5, 6. Bah tu auras 1 ou 2 euros par jour. Et ça va s'étendre sur quelques jours dans la semaine, mais il faut compter en gros une semaine. Et donc, tu fais ça fois le nombre de concours auxquels tu as été admissible. Donc, c'est des concours, comme tu as passé les épreuves écrites, est-ce que tu as la barre pour passer ensuite les oraux? Quelle école aussi tu peux passer par ces oraux? Et donc ça, c'est déterminé par tes notes que tu as reçues à l'écrit et qui arrivent souvent 3-4 semaines, 3-4 semaines après la fin des écrits. Donc au moment où tu es en train de finir de préparer tes oraux. Donc il faut surtout bien avoir un peu estimé, bien senti en fait comment se sont passés les concours pour savoir quel type d'oraux tu veux aussi préparer. Est-ce que toi tu as eu la chance, il me semble, de choisir un peu où tu allais après ta 5,5, après ta 3e année de prépa, tu as eu l'occasion d'après de toi choisir dans quelle école tu allais? Tu avais quoi comme choix à disposition?
Mais en fait, c'est simple. En première année, j'avais. Sans pour rentrer dans Première trop ou deuxième de année technique. Donc, du coup, la deuxième année. Ta deuxième année, ouais. Moi, ce que j'appelle. Enfin, Oui. je vais vraiment essayer d'être clair pour pas justement embrouiller les gens qui s'y connaissent pas trop. Il y a deuxième et troisième année. Et donc, la troisième année étant l'année de redoublement. Lors de la deuxième année, à la fin de ces concours-là, ce que j'avais plutôt bien fait, c'était à l'écrit, j'avais vraiment pas mal réussi, mais j'avais pas forcément réussi les oraux. Ok. Donc à la fin, j'avais sur des concours, pour ceux qui connaissent Centrale et Mines, j'avais les écoles, disons, un peu les dernières, qui sont des bonnes écoles. Genre vraiment, c'est des bonnes écoles parce que c'est des concours vraiment difficiles. Mais j'étais vraiment déçu parce que j'avais été admissible à des bien plus Les écoles grandes prestigieuses, écoles. d'après toi. Alors, prestigieuses, même si moi, c'est pas trop ce que. Même à l'époque, je regardais un petit peu ça, mais par la suite, ça n'a pas du tout été ce que j'ai J'emploie regardé. le mot prestige volontairement, Ouais. hein, qui est C'est- un peu galvaudé potentiellement. Les critères sont très subjectifs, je pense. Et du coup, par contre, sur le concours général, j'avais des bonnes écoles. En première année, enfin en deuxième année, pardon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, de par aussi cette réussite que j'avais aux écrits, je savais que voilà, il me manquait un peu de digestion de ce point de vue-là, un peu de temps. D'ailleurs, c'est assez marrant pour la petite anecdote, mais j'ai fait une réunion la semaine dernière pour un comité dans ma formation au sein de l'ENS. Et bon, il y avait Alain Spey, prix Nobel de physique d'il y a 2 ans, et qui a dit un truc, qui est une phrase d'un de ses collègues à lui, qui s'appelle, je crois, Eric Cornell ou Bill Phillips, je sais plus lequel des deux, qui ont eu aussi une Nobel, et qui ont dit, aux États-Unis, parfois, ils ont plus cette capacité à laisser du temps à des profils qui en demandent plus. En France, les études sont quand même très courtes, très intenses. C'est condensé. Et c'est ça. Et du coup, en fait, tu peux très bien avoir des profils pour lesquels ça passe pas forcément d'avoir des études aussi condensées rapidement, mais qui, pour le coup, tu leur laisses plus de temps pour digérer, sont des gens qui comprennent extrêmement bien les choses. Et donc la notion de temps, elle est, je pense, très très importante. Et il faut bien savoir se situer vis-à-vis de ça. Est-ce que avec plus de temps, tu arriverais vraiment à bien comprendre plus profondément les choses? C'est ce que j'avais du coup décidé à la fin c'est ce que j'estimais en tout cas à la fin de cette deuxième année. Et donc je m'étais dit, ok, j'ai vraiment bien réussi les écrits, c'est un bon signe aussi, il faut que j'améliore certaines choses, notamment à l'oral, donc je vais le travailler lors de mon année là où j'ai redoublé, quand j'ai redoublé, ma troisième année. Et donc la troisième année, là par contre, j'avais quasiment tout en fait. Je crois que j'ai pas eu l'X, qui est l'école polytechnique, aux écrits, mais j'avais eu l'ENS Ulm, donc j'avais vraiment un profil déjà un peu... C'est quoi les écoles? C'était quoi ton top 5 écoles prestigieuses? Tout en haut, t'avais l'X, Polytechnique. Non, je mets dans un même paquet parce que je mets pas de classement. Ok, je mets... donc les 5 du paquet du haut, peut-être moins, peut-être plus, hein, mais Ouais. le paquet du haut, le top pour toi. Le paquet du haut, c'était Polytechnique, c'était les ENS et c'était les mines de Paris. Je pense que j'aurais mis aussi, il y avait Centrale Paris forcément, mais que j'ai écarté un peu après, parce que c'était pas ce que je voulais faire en termes de sciences. Mais je le mets quand même dedans. Et il y avait une école que j'aime beaucoup, qui est l'école de Thomas Pesquet, qui est Super Héros. Où là, par contre, je trouve ça super cool ce qu'ils font. Donc ça, je le mettais aussi dans Tu sais que t'es plus mon légitime dans ce podcast que Thomas Pesquet. Ça me fascine de me dire ça. Je trouve que le métier qui rentre, j'essaie d'avoir des gens qui sont justement jeunes et dans la réussite, mais dans la discrétion de leur réussite. Du coup, je te trouve plus légitime que Thomas Pesquet dans ce podcast. Après, il a fait des choses... je pense qu'il a fait des choses que moi, j'aurais jamais faites. Évidemment, Et et ça, inversement. ouais. Ok. Donc super ouais, intéressant. du coup, Donc, voilà, t'as ton ça, c'était paquet un peu- Polytechnique, les Ouais. différentes ENS, Mine Paris, Centrale Paris, Ouais, et Super Héros que je mets quand même dedans. et Super Héros que tu Ouais. mets dans ton top 5. Bah ça fait un super top 5 qui n'est pas Top, classé, mais ouais. un paquet de 5 quoi. Et donc, bon, voilà, c'était un peu déjà ce que j'avais en tête lors de ma deuxième année. Et tu les as pas eu. T'en as eu combien sur les 5 en deuxième année? En deuxième année, donc en troisième année, en deuxième année, j'avais aucune de toutes les 5 que je t'ai mentionnées. Aucune de ces 5 là. Ouais. Mais en appliquant le conseil de Alain Aspect, ce nutritionniste de la science, avant même d'avoir eu ce de son conseil, collègue, ouais. tu as appliqué ce conseil en faisant ton redoublement, et donc au redoublement, tu as eu les écrits, les oraux, Ouais, et donc tu avais les 5. j'ai cartonné aux écrits, et après c'était les oraux, je sais que c'était un peu mon point faible. Mais la seule école que j'avais pas du coup à l'écrit, c'était Polytechnique. Ça, j'étais vraiment moins préparé à ce concours-là, parce que en fait, paradoxalement, j'ai eu une école à la fin pour laquelle je pensais pas forcément que c'était possible de l'avoir, venant d'une prépa
qui était beaucoup plus modeste d'un point de vue. On Oui, envoie parce que ça, on l'a pas dit. les élèves dans ces écoles-là. T'étais à Montesquieu, au Mans. Ouais, c'est ça. On s'est connus au Mans. Tu C'est ça. as fait Montesquieu au Mans, MPSI. Moi, c'était PCSI, Donc puis PC. physique, chimie. C'est ça. Donc P pour physique, C pour chimie, SI pour sciences d'ingénieur, mais j'en ai fait que 6 mois. Après, Ok, je suis parti en super. voie PC. Après, c'est PC. Par contre, ce qu'on dit pas, c'est que dans PC, il y a pas. On devrait mettre MPC parce que Il y a des la maths. matière majoritaire, ça reste quand même les maths. Ça reste les maths. Il y a autant de maths que de physique et il y Ah, les a un menteurs. peu moins de chimie. Mais du coup, Montesquieu, oui, effectivement, classe préparatoire peut-être un peu plus modeste que d'autres classes préparatoires réputées de Paris. Ah, mais beaucoup plus modeste de ce point de vue-là. Et donc, bon, on va pas revenir sur l'égalité des chances parce que c'est pas le débat dans ce podcast, mais oui, effectivement, tu as réussi à aller malgré tout, avec ces concours-là, à une des écoles que tu as choisies, et donc tu as choisi, au final, L'ENS Paris-Saclay. Paris-Saclay. Donc à la fin de tout ce que j'avais, Centrale, à la fin, je voulais pas. Donc ça, Ok. j'avais quitté le concours avant Donc la fin. Centrale, non. J'ai pas passé. Super-héros, non, parce Super que... Héros, je l'avais et j'ai beaucoup hésité avec l'ENS. Paris-Saclay. Les mines de Paris, non. Les mines de Paris, non, j'ai pas eu, même si j'étais du coup admissible Donc pour pas cette aux école-là. En fait, c'est trop compliqué parce que sur ce concours-là, t'as pas autant de points. En fait, t'as des points de retard vis-à-vis de ceux qui sont en deuxième année. Et donc, c'est hyper compliqué de rattraper le retard quand t'as redoublé. Donc, c'est vraiment très compliqué. Mais c'était bien par contre. C'est intéressant. J'étais vraiment à pas grand-chose de l'avoir alors que j'ai fait une année de redoublement. Donc pas Centrale parce que finalement, non, pas Ouais. les mines, pas Polytechnique. Pas Polytechnique parce que pas admissible. Et Super les- Héros, je l'avais. Super-héros et les ENS. Et les ENS. Au niveau des ENS, j'avais été admissible à toutes. Et Ulm, je l'ai pas eu. Le LS Aux Ulm, je euros. l'ai pas eu. Ouais, aux euros. C'était. Bon, de toute façon, c'est quasiment pas possible. Mais déjà, je faisais partie des 60 personnes qui avaient été admissibles. Donc c'est 60 sur 3. Je crois que c'est quelques milliers de personnes au concours. Donc je sais pas comment on sait maintenant. Oh, je te laisserai faire le Mais stat, t'es meilleur maître que moi, mais... Je crois que moi j'avais en ça tête du fait- style 5000, 6000 élèves, si j'ai pas de bêtises. Ouais, donc même pas 1%. Et donc tu prends, enfin sur Ulm par exemple, c'est du même niveau, enfin t'as moins d'admissibles que Polytechnique, t'es à 60 élèves je crois, ce genre de choses, peut-être, enfin 60-80, 1%. c'est vraiment très peu quoi. Donc bon, faut vraiment être très très chaud pour l'avoir. Après, t'as quand même eu Paris-Saclay, donc Ouais, très très chaud. j'ai eu Paris-Saclay, j'étais Donc, très, très bien chaud. classé. Ouais, et surtout, je vais y revenir après, ça m'a beaucoup aidé, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. Bon, reviens-y maintenant parce que j'avais aussi- après on va enchaîner sur Ok. Paris-Saclay. Et j'avais aussi, j'étais en liste d'attente sur l'ENS Lyon, et j'étais genre vraiment à quelques places, donc du coup je pense que, enfin finalement j'ai pas attendu parce que j'ai pas attendu les résultats qu'il y avait sur la liste d'attente, mais je pense que normalement je l'aurais eu vis-à-vis de ce qui se fait d'habitude. Mais finalement, ce que j'ai choisi, c'était l'ENS Paris-Saclay pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait, par rapport à toutes les autres écoles, le fait que je puisse faire des sciences, genre vraiment fondamentales, comme de la physique fondamentale, un peu de maths, un peu de théorie, genre de choses, genre vraiment de la physique fondamentale et pas des sciences portées vers l'ingénieur. Où en fait, j'avais vraiment pas du tout envie de faire ça après ma troisième année. Donc déjà, pour cette raison-là, j'aurais choisi l'UNS pour devant tout le reste, même si j'ai du coup beaucoup hésité avec Super Héros, parce que comme j'ai dit encore, c'est une super école. Quand on a un peu la tête dans la lune, dans l'espace ou en l'air, c'est magnifique. Et du coup, j'avais choisi Paris, parce que ça me permettait de pas attendre longtemps, et de pouvoir commencer aussi à anticiper d'un point de vue pratique, parce que le déplacement, le logement, etc. Paris, c'est aussi pratique parce que je viens du Mans, donc pour revenir voir la famille, etc., Ça les joue. amis, ça joue aussi. Et parce que j'ai regardé aussi, enfin dans la formation, j'avais une formation qui me semblait du moins à l'époque plus alléchante, même si je connaissais beaucoup moins, pas énormément de choses, mais je voyais physique quantique, machin, Avec les informations que tu c'était cool. avais, ça claquait un peu plus. Et donc du coup voilà, aussi pour cette raison-là, j'ai choisi Paris-Saclay, j'ai pas choisi finalement le l'ENS Lyon, qui du coup avait un parcours un peu différent, qui liait plus physique et chimie. Et même si j'aimais beaucoup la chimie, je sentais qu'il était temps de faire un choix entre les deux. Fast forward, Paris-Saclay, rentrée suivante. Qu'est-ce qu'on fait dans une école comme l'ENS Paris-Saclay? Alors déjà, globalement, quand tu sors d'école, enfin quand tu sors de prépa, il y a toujours ce truc de
t'as envie quand même de profiter un peu de ta Ne te jeunesse. justifie pas, dis-moi ce que. Non, mais t'as c'est fait. vrai. Globalement, en école d'ingénieur, enfin, en fait, globalement partout, il y a toujours ce truc où il y a vraiment un relâchement les mois d'après. C'est là où tu te rends compte, ok, bah c'est bon, c'est fini. C'est quand même genre 2 ans, 3 ans hyper intenses dans ta vie où c'est fini. Tu peux penser à autre chose, tu peux faire autre chose, tu peux recommencer à faire du sport régulièrement, tu peux recommencer à aller vivre comme finalement. un humain qui Même sort, voilà, qui sort de ses qui sort un peu de reflets, sa grotte. Ouais. C'est combien de temps déjà Paris-Saclay? Parce que 2 ou 3 ans de prépa, ok. C'est Paris-Saclay, ok. c'est quoi, c'est 3 ans? Donc il y a la plupart des écoles c'est 3 ans et il y a quelques écoles pour lesquelles c'est plutôt 4. Donc Polytechnique en fait partie, les ENS en font partie, je sais pas pour les mines, mais il y a quelques écoles qui préfèrent du coup donner du temps encore une fois à leurs élèves et de faire ça plutôt en 4 ans. Et ça, je pense qu'on en reviendra un petit peu après, on reviendra un peu dessus après, mais ça a été, je pense, assez fondamental. Et j'en ai discuté avec quelqu'un justement l'autre jour, qui lui est passé plutôt par le parcours université, qui eux n'ont pas cette année un peu en plus. En termes de maturité, tu peux prendre énormément quoi. Donc, c'est certain. C'est 4 ans, franchement, en vrai, 3 ans, 4 ans. Autonomie, maturité, c'est impressionnant. 3 ans, 4 ans, c'est pareil en fait. À un moment donné, t'es plus forcément à un an d'études près quoi. Et surtout, c'est une année de recul, souvent, même d'un point de vue personnel, en plus d'être scientifique, qui est assez importante. C'est quoi les matières que tu as à Paris-Saclay? C'est quoi que les matières. Parce que tu me dis qu'il y a un relâchement, donc il y a un rythme de travail qui est un peu plus calme que ce que tu pouvais avoir en prépa, heureusement presque, parce que je pense qu'un humain ne peut pas endurer 5 ans comme ça. Mais c'est quoi les matières que tu as et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu approfondis? Parce que j'imagine que tu reprends beaucoup de bases que tu n'as même pas forcément eu le temps de digérer en prépa. Qu'est-ce que tu approfondis pendant tes études à Paris-Saclay en l'occurrence, dans ton cas? Ok. En gros, moi, je reviens un peu dessus. Donc déjà, donc au moment où en fait j'ai eu les résultats des concours, du coup, je suis accepté à l'ENS Paris-Saclay en tant que normalien, ce qu'on appelle élève. Donc je suis aussi rémunéré durant toute ma formation à l'ENS. Ok. Ça aide énormément. Ça c'est chouette. Ouais, ça aide vraiment énormément. Donc ça a été important et ça a aussi justifié mon choix d'aller dans cette école. Même si après tu dois 10 ans à l'État. Donc, ok, soit. Ce que du coup, j'arrive le jour J, et après on nous laisse à peu près une semaine pour choisir entre, comme je venais de la voie PC, physique, chimie, ou éventuellement faire une demande pour aller dans un autre département. Donc déjà, la liberté est laissée, notamment à ceux qui ont été pris sur des concours style prépa. Et donc, du coup, tu peux vraiment choisir. Je pense que si j'avais voulu faire des maths ou de la chimie, ça aurait été vraiment possible. Donc tu choisis. Moi j'avais choisi la physique, et en gros pourquoi la physique? Parce que je fais des matières qui sont assez proches quand même de ce qu'on a fait en classe préparatoire, mais vu d'une manière vraiment différente, avec beaucoup plus de recul, tu vas beaucoup plus loin. Abstrait. Forcément tu pars de plus en plus dans l'abstraction, mais franchement c'est étape par étape, et tu peux très bien être quelqu'un qui n'a pas forcément de goût naturel pour l'abstraction. Je dis pas que j'en fais partie, j'aime bien un peu tout, j'aime bien ce qui est pratique et aussi le côté abstraction, mais tu peux développer énormément ce goût-là aussi au fil du temps. Donc après, il y a à Paris-Saclay, de part aussi Monsieur Aspect qui a joué un rôle prépondérant dans la formation en physique à l'école. C'est lui qui a fait partie de ta formation à l'Inspect? Ah, de ouf. En fait, il est passé par la même école que moi, et il a avec notamment aussi pas mal de gens qu'il a eu en doctorat, avec qui il a travaillé. Je repose ma question. Est-ce que ça a été un modèle ou une inspiration pour toi pendant tes études, ou est-ce qu'il a fait partie des professeurs que tu as rencontrés pendant ta formation? Les deux. Les deux? Les deux. Ok. Donc, et il a aussi il a eu aussi une influence assez importante sur le fait d'enseigner la physique quantique telle qu'elle est enseignée. Ça t'a donné goût à la physique quantique de plus que... C'est fou le rôle modèle que ça a pu constituer. Et c'est fou, mais c'est pas fort. Nous en plus, moi à l'époque, j'ai fait l'école, il avait pas reçu ce prix-là. Non, mais il avait il a joué totalement. Le rôle modèle. Quoi. Et je tiens vraiment à dire que tous les gens qui sont autour de la formation de l'école ont aussi joué ce rôle-là. Oui, pas uniquement lui, mais... Ouais, et c'est tous les gens aussi avec qu'il a réussi à emmener dans ce siège. Et donc, ouais, non, c'est clairement... La physique quantique, ça a été l'une des matières hyper sexy. Ok, j'ai envie de savoir un peu plus sur ce domaine-là. Je suis vachement curieux, j'ai envie
continuer dedans. Et puis après, il y a plein d'autres sous-domaines de la physique, je rentrerai pas dans le détail, parce que moi maintenant je suis resté en physique quantique, mais il y a plein d'autres domaines de la physique pour lesquels, ok, ça c'est stylé, ça j'ai envie d'en savoir un peu plus, et c'est ce qui motive en fait Trop cool. à choisir ce sport. Et du coup, si je résume un peu tout ça, t'as 2 ou 3 ans de galère à foncer dans ton taf, et finalement tes plus grosses galères sont passées par là. Et derrière, modulo ce que tu veux après. Je parle pour le parcours pour l'instant. Ouais. On fait une conclusion sur le parcours là. Tes plus grosses galères sont passées par là. Et arriver en école d'ingénieur, c'est d'école d'ingénieur. Justement, c'est pas une école d'ingénieur. C'est pas une école d'ingénieur. C'est la seule école de tout le concours. Enfin, ce sont les seules écoles, les ENS, qui sont pas factuellement des écoles d'ingénieur. Donc on va dire arriver en école normale supérieure. Voilà. C'est le côté. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais ENS, si on veut être précis dans ce qu'on dit, école normale supérieure, c'est pas école nationale supérieure, c'est une ENS, c'est école normale supérieure. Mais oui, mais si on dit école normale supérieure, Paris-Saclay, tout le long du podcast, on a fait le podcast. Donc, il faut accélérer un peu. Non, mais pour résumer, en résumé, donc, les 3 années de prépa, puis donc rush, l'école normale supérieure derrière, c'est le relâchement, mais pas longtemps, parce qu'il faut quand même penser à sa spécialisation, et en plus t'es tellement amené par une équipe assez fantastique de personnes passionnées par ce qu'ils font, que t'as vite très envie de te spécialiser dans quelque chose. Et donc, te concernant, ça a été la physique quantique. Ouais. Donc, question suivante, parce que a posteriori de ces études-là, avant de partir sur cette fameuse question que j'ai envie de te poser, mais on va attendre encore 5 minutes, comment ça se finit l'école ? C'est quoi la fin de ces études ? La fin de l'ENS ? Comment ça se passe ? Souvent, alors du coup... Parce que là, t'as fini aujourd'hui. Ouais, là j'ai fini, ça fait 2 ans. Pardon, l'ENS Paris-Saclay, t'as fini. Moi, dans mon cœur, ça sera toujours le NES Cachan, mais... C'est Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, pour toi, c'est fini. Comment ça se finit, les études de l'ENS Paris-Saclay ? Donc, Comment ça se termine ? Ok, donc rapidement, en gros, ça se fait en 4 ans. Ce que tu fais, c'est que, à l'entrée en première année, ce que tu fais, c'est que tu vas suivre des cours à la fac, et donc du coup, tu vas suivre des cours de licence, de 3e année de licence. Ensuite, la 2e année, c'est des premières années de master, donc c'est un tronc commun de physique fondamentale assez large. Et du coup, ce qui se fait usuellement, c'est qu'on a une 3e année qui est spécifique à l'école. Donc c'est soit orienté recherche, soit orienté enseignement, soit orienté autre chose. Il y a plein de gens qui partent après faire autre chose, un double diplôme avec une école d'ingénieur, des gens qui font de la finance, des gens qui font de la philo, des gens qui font de l'aide, ce que tu veux. Donc c'est ce choix-là que tu as. Quand je te parle d'année un peu recul, c'est une année très importante pour ça, parce que là tu vas vraiment te spécialiser sur ce que tu vas faire après. Et là tu te dis les 10 ans que je dois à l'État, je vais les mettre là-dedans. Ouais, c'est un peu ça. Si tu fais de l'enseignement, bah tu vas les devoir là-dedans. Si tu fais de la recherche, ça va être compris là-dedans, etc. Et si au contraire tu décides de faire autre chose, tu vas devoir rembourser l'État qui t'a quand même payé pour tes études. Ouais, bah oui, ça paraît logique. Très clair. Et okay. donc voilà, en gros c'est ça. Puis ta 4e année, c'est une 2e année de master qui, en physique en tout cas, sont des années spécifiques. C'est pas un bloc licence dissocié du master. C'est disons le même bloc jusqu'à la première année de master. C'est vraiment la 2e année de master qui est vraiment plus spécifique. Ok, et donc là tu te spécialises un peu dans la physique quantique. Ouais, c'est ça. Okay. Jusqu'en M1, enfin jusqu'en première année de master, j'avais des cours de physique classique, quantique, de tout en fait. C'était assez divers. Classique, quantique. on est déjà bien dans la spécialisation. Ok. Avant de partir sur ce que tu as fait a posteriori, j'ai envie de te poser une question essentielle dans ce podcast. C'est quoi un chercheur en physique quantique ? Il y aurait, je pense, autant de réponses que de personnes qui mais on n'a pas interrogées. Mais je pense que la meilleure réponse, ce serait déjà c'est quoi être chercheur ? C'est de manière globale et pas qu'en physique quantique. Il faut le dissocier en deux pour répondre à cette question. Un chercheur, c'est quelqu'un qui va essayer du mieux possible, qui va quand même très souvent, avec un certain temps, et quand on lui en donne les capacités et surtout le temps à réussir, souvent, à attaquer, du moins à s'attaquer, à décortiquer, à essayer de progresser sur la compréhension de problèmes complexes qui ne sont pas encore rentrés dans ce qu'on appelle des sciences, dans ce qu'on nous enseigne. Donc c'est vraiment des thématiques très nouvelles où très souvent, en l'espace de 10 ans, on peut très bien te dire A, on peut très bien te dire que c'est A il y a 10 ans, et puis après te dire que c'est B parce qu'il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites depuis. Là c'est un chercheur. Donc
En sciences. Ça, c'est un chercheur En sciences. même quasiment de manière générale, En règle parce générale. que tu viens de toucher vraiment les limites de la connaissance et d'essayer d'en comprendre un peu les fondamentaux et d'essayer de gratter un peu plus, de se connaître toujours un peu Les plus frontières. les frontières de. Ok. Et donc, très bien, très clair. Donc, Et en pour la physique quantique, c'est exactement pareil, mais avec des Non mais vas-y, on a un peu de temps. dans Fais-moi. le domaine de la physique quantique. T'as 5-10 minutes grand maximum pour me faire un cours de physique quantique comme si j'avais 5 ans. Si je prends une balle, que je suis en haut d'un immeuble, et qui fait une centaine d'étages, peu importe, que je lâche cette balle, je peux connaître exactement sa trajectoire. Parce Ok. que On je le sait, peux, ça on sait faire. avec tes calculs, ce que tu veux, c'est Newton qui déjà à l'époque le faisait très bien, avec ta pomme qui vient de tomber sur la tête, ou ce genre de choses. Tu connais très précisément sa trajectoire. Tu sais, si t'as pas de vent, tu sais très bien où est-ce qu'elle va atterrir, suivant la force que tu lui as donnée initialement. Maintenant, en physique quantique, c'est un peu différent. Ce dont j'ai parlé juste avant, c'était de la physique classique. La balle, c'est un corps, c'est vu comme étant un point, c'est ce qu'on appelle un corpuscule. Il y a d'autres domaines de la physique, avant de parler de physique quantique, qui sont intéressants, notamment le domaine des ondes. Par exemple, si il y a une flaque d'eau dans la rue, peu importe, et que tu viens mettre ton pied dedans, juste comme ça, un tout petit peu, tu viens voir des ondes se propager au niveau de la surface de cette flaque. Ça, c'est de la physique ondulatoire. Et là, on parle pas de corps, de corpuscules comme un grain, comme un objet physique, une bouteille de vin, un ballon, une bille, ce genre de choses. On parle d'une onde, donc une propagation d'une certaine forme d'énergie, par exemple, dans certains cas. On parle d'ondes. Et les ondes ont des propriétés en physique qui sont différentes de celles que je viens de décrire pour le ballon. Ok. La physique quantique, c'est considérer que les particules, à l'échelle, quand on zoome infiniment, Particules, donc corpuscules. les deux sont à la fois le côté corpuscule, le côté ballon que tu viens jeter de l'étage de l'immeuble, mais qui ont aussi des propriétés type les ondes qui se propagent dans la flaque d'eau que tu viens d'agiter. Ok, donc en fait, c'est un peu comme si si je comprends bien, ton ballon que tu jettes du haut d'un immeuble, avant d'arriver tout en bas et de perdre tout mouvement, il traversait une flaque d'eau à chaque... En fait, c'était et les ondes qu'il va émettre sur chaque étage qu'il va parcourir, et son mouvement de chute. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, et c'est pour ça que tu peux jamais précisément, en physique quantique, donner une position précise, infiniment précise, à un objet qui est quantique, parce qu'il y a toujours ce côté à la fois dualité onde-corpuscule, à la fois ondulatoire et à la fois corpuscule, qui existe et qui fait que tu ne pourras jamais, si jamais tu lâches un atome du haut de ton immeuble, connaître précisément la position, l'endroit où il va atterrir 100 mètres plus loin. Ok. Et donc, un chercheur en physique quantique va faire des recherches sur les frontières de ces connaissances-là. Exactement. Newton, père de la physique quantique. Moi, j'ai plutôt l'idée du chat Schrödinger, mais c'est le côté très philosophique. Newton, c'est très classique. C'est le côté... En fait, il a fait aussi pas mal de choses dans ce qui est en physique ondulatoire, mais la notion de quantique, il y a eu des grands physiciens qui ont été pères de cette physique-là. C'est très récent, en fait, la physique quantique. Hein. C'est un peu l'une des dernières grosses théories C'est quoi qui récent existent. C'est quoi récent en recherche? Récent, c'est Parce que début moi, des années 1900. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai envie de te dire récent, l'intelligence artificielle, ça a 30 ans. Ouais. Et encore, je me trompe peut-être dans les dates. Là, c'est un siècle. Là, on parle de une bonne centaine d'années, globalement. Donc, c'est là, c'est entre les fondements de ce... Ou au final, à l'époque, ça, c'était très marrant, ce que les chercheurs pensaient avant de découvrir la physique quantique. Ils pensaient, je crois que Maxwell, je sais plus si c'était Maxwell, non, c'était Maxwell ou Boltzmann, je sais plus lequel des deux, qui disait que, ok, la physique était quasiment toute découverte, mis à part deux problèmes. Bah, en fait, l'un de ces deux problèmes a mené à la naissance de la physique quantique. Et aujourd'hui, la physique, très clairement, elle n'a pas fini d'être comprise. Bah, ça rejoint ce que tu dis, c'est que, en fait, la recherche, c'est un éternel recommencement, parce qu'à chaque fois que tu vas découvrir quelque chose, tu as envie de pousser la frontière un peu plus loin. Et à partir du moment où tu vas pousser la frontière un peu plus loin, tu vas découvrir quelque chose d'autre. Ouais. C'est, tu sais, le fameux... on dit souvent qu'on se rapproche de plus en plus de connaître le Big Bang, et en fait, on n'a jamais été aussi proche.
Mais en même temps... C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche, mais chaque jour on est d'autant plus proche d'aller découvrir ce que c'est. Mais pour autant, il y a un écart infini. Il reste un moment de distance à parcourir. Ok. Et toi, tu n'es pas encore chercheur à proprement parler. Non. Tu es doctorant. Ouais. Donc du coup, si on peut reprendre un peu Bien sur sûr, la suite on va reprendre le fil. de la formation, je pense que c'est plus... Fin de la formation. Ouais. Fin de la formation, donc tu deviens chercheur en physique quantique, mais pas encore chercheur parce que il y a une étape à faire avant. Ouais, alors en fait... C'est quoi sortie d'école, ok, fin de l'école, j'ai mon diplôme, c'est cool. D'ailleurs, t'as une remise de diplôme ? Ouais, j'en ai une, ouais. C'était bien ? C'était chouette ? Super cool. Trop bien. Donc t'as ton diplôme, qu'est-ce qui se passe après ? Tu cherches un taf ? T'arrives sur... tu vas sur France Travail et tu cherches un blog ? Je rembobine un tout petit peu avant. Moi, à l'entrée de NS, je ne savais pas que je voulais faire chercheur. Je voulais juste faire des sciences pour faire les sciences parce que c'était mon kiff. Cette volonté-là, elle est venue après. Comme tu peux à peu près tout faire, que ce soit enseignant, chercheur ou autre. Disons que les 2 premières années, j'étais vraiment pas trop sûr. En 3e année est venu vraiment j'ai fait un stage en cycle optique qui a été vraiment formateur parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais faire une thèse ou un doctorat dans ce domaine-là, le domaine dans lequel je suis actuellement aujourd'hui. Et donc durant ma 4e année, là, je savais que je voulais faire au moins une thèse, mais je savais que ça, c'est pas obligatoire hein, à la fin. On n'est pas obligé de faire une thèse, on n'est pas obligé de vouloir devenir chercheur pour faire une thèse. Ok, alors avant de repartir dessus... le but, c'était, ok, je veux me lancer dans cette voie qui sera longue, mais de devenir effectivement chercheur. Mais avec une satisfaction à la fin, ok. Avant justement de repartir sur le chercheur, c'est quoi quand tu fais pas de thèse, tu fais quoi à la sortie de l'ENS Cachan ? Il y a beaucoup de gens qui deviennent enseignants en collège, lycée, classe préparatoire. Ça, c'est le côté plus enseignement de l'école. Recherche, bah du coup, les gens font un doctorat, parce qu'en fait, tu peux pas devenir chercheur si t'as pas fait de doctorat. Ou chercheuse, d'ailleurs. Et après, il y a pas mal de gens qui font autre chose. J'ai pas mal d'amis qui ont eu un diplôme d'ingénieur. Certains font de la data science, d'autres qui font de la finance, d'autres qui n'ont pas continué du tout dans la physique forcément, des camarades de promotion en physique. C'est hyper variable. Là du coup on fait partie justement, il y avait ça aussi dans les choix d'école que je voulais à la fin, en préparatoire, c'est le côté je peux faire exactement ce que je veux. Je veux une école qui me laisse la possibilité, si jamais j'ai envie de faire autre chose, de faire autre chose. Comment t'as trouvé un taf après ? Comment tu trouves un job C'est quoi le marché de l'emploi dans la recherche ? Comment ça fonctionne ? Le marché de l'emploi dans la recherche, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. En gros, pour donner un peu un ordre de grandeur, disons, il y a entre 1 et 3 personnes qui entrent en thèse sur 10 qui auront un poste en recherche à la fin. Quand je parle recherche, c'est soit professeur dans une université, ou détaché et attaché au CNRS, chargé de recherche, pardon, et donc au CNRS. Donc ça t'a pas suffi de défier les probas en passant la prépa et en arrivant à Paris-Saclay, quoi. On verra bien. Mais non, c'est pas... mon idée, c'est pas... c'est dommage, en fait, qu'il n'y ait pas forcément plus de postes, ça c'est clair et net, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient faire des sciences, plein de gens brillants qui arrêtent à un moment donné parce que c'est trop dur, parce qu'il n'y a pas assez de postes, parce que c'est trop... Voilà. Alors qu'ils adorent les sciences et ils adorent ce qu'ils font. Soit. Mais non, moi je suis toujours un peu dans cette optique de je veux faire une thèse, je veux juste kiffer. Je sais que si jamais il n'y a pas de possibilité, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Il n'y a pas de souci, et je m'en fais pas avec ça, juste j'ai envie d'apprendre. C'est toujours cette curiosité, cette soif d'apprendre qui fait que tous les matins je vais au labo et j'essaye de faire en sorte d'avoir le plus avancé possible dans ma journée, d'avoir découvert des choses, d'avoir appris des choses. C'est trop satisfaisant d'apprendre des choses. Et après on verra, y a aussi des choses qui dépendent pas de moi factuellement. Si un poste s'ouvre une année ici et et si jamais je passe au concours je l'ai, ça dépend pas de moi, c'est que tous les gens qui voudront ce poste seront des gens brillants, donc à la fin la sélection se fait sur du détail. Donc du coup non, je reste dans cette idée de j'adore ce que je fais, donc je continue et c'est très bien, et puis après je me donne à fond, puis après on verra. Effectivement, après j'aimerais bien, mais ça évidemment faire partie du petit pourcentage de réussite, de pouvoir faire exactement ce que je fais tous les jours maintenant, toute ma vie, c'est exactement ce que je souhaite.
Ok. Du coup, j'ai envie de te poser la question, même si ça va sûrement être... Pour en revenir, c'est assez bouché. C'est vraiment Ouais, c'est un secteur qui est très, très ouais. difficile. En fait, tu crées ton emploi. Tu trouves un axe de développement de frontières dans la physique quantique en te concernant, et ça crée, tu crées ton emploi après. Et c'est en ça qu'il faut être performant, parce qu'à la fin, si tu sais que... carrément. moi, dans mon domaine, par exemple, il y a peut-être un poste ou deux ouverts en France par année, quoi. Enfin, chaque année. Donc, du coup, dans mon domaine, j'élargis pas trop. Et dans mon domaine, dans ce que je fais actuellement. C'est très parisien d'ailleurs, le domaine. Dans mon domaine, ouais. C'est pas forcément le cas de tous. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites un peu partout. Moi, j'ai des amis, je sais pas, genre, j'ai un ami à Vannes, par exemple, qui fait des maths appliquées à l'écologie et à l'environnement, ce genre de choses. Trop cool. Trop bien. Mais ça, c'est le genre de truc que tu peux pas faire à Paris. Tu vas pas... Non, c'est sûr. Voilà. Bah, l'environnement et l'écologie à Ou que tu Paris... fais peu, quoi. Voilà. Mais moi, dans mon domaine, ouais, en gros, c'est assez Paris-centré. Parce que c'est des expériences qui coûtent vachement cher, qui demandent pas mal de budget, et c'est assez particulier de ce point de vue-là, quand même. Ok. Donc, dans mon domaine, ouais, c'est quand même assez Paris-centré. Même s'il y a vraiment d'autres manipes dans quelques grosses villes. Mais ce que je veux dire, c'est que si je veux vivre en pleine campagne, bien profonde, je sais pas où, je pourrais pas faire ce que je fais, quoi. Je suis pas quelqu'un avec qui juste j'ai un papier, j'ai mon crayon, mon ordi, et je peux travailler de chez moi d'où je veux. C'est quoi le sujet de ta thèse? Donc, en société, je Donne-moi travaille avec... Donne-moi le sujet et après on va dans l'analogie. Ok, le sujet officiel, c'est l'étude en dimension mixte d'un mélange de dysprosium et de potassium. Ça parle à personne. Non, mais les gens vont googler, ils sont curieux. Ok. Ils sont curieux. Ok, nickel. Je les envoie tout le temps. En fait, je compte à chaque épisode arriver à un stade où je peux pas creuser plus, et donc ils vont devoir aller taper une recherche Google ou demander à ChatGPT ou que sais-je. Et c'est l'intérêt, c'est que derrière ils aillent chercher. Ça on l'a, ok. Maintenant tu peux passer à ton analogie, je t'en prie. Ouais, et donc du coup, moi je travaille avec globalement tous les jours des atomes. Donc voilà, ce qu'on a vu un peu au lycée, le tout petit truc là, les atomes, les électrons, ce genre de choses. Moi, le but de ma thèse, en toute fin, ou du moins l'expérience que j'ai construite, c'est d'étudier ce qu'on appelle la physique à 3 corps, donc 3 particules. Et si je prends une analogie avec ce qui peut se passer en société, souvent les gens sont célibataires ou en couple. On ne considère pas que les gens puissent être, ou très peu, que les gens puissent être en trouble, par exemple. Je crois que je vois que tu veux en venir, mais j'ai peur de la conclusion. Vas-y. Non, mais c'est du coup, si chaque particule est une personne, usuellement, nous, ce qui a été fait en physique, c'est d'étudier les interactions à 2 corps, donc 2 particules. Donc on considère les choses comme étant soit une particule individuelle, soit une particule en interaction avec une autre. Donc exactement comme usuellement en société, on considère qu'on est célibataire ou en couple. Moi, ce que je fais d'un point de vue physique, c'est plus d'étudier ce qui est les interactions entre 3 corps, donc 3 personnes. C'est comme si j'étudiais ce que pouvait donner un trouble en société, mais pas d'un point de vue des citoyens ou citoyennes, mais d'un point de vue des atomes. Ok, donc les atomes sont infidèles. Super résumé. Ok, merci. C'était juste pour expliciter ça, histoire qu'on posait vraiment un terme sur ce que tu fais au fond, ce que tu cherches. Ouais. Ce qu'on souhaite de réussir. Et justement, en parlant de réussite, est-ce que tu as le sentiment, je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir réussi? Je dirais en globalité quand même oui, parce que je fais quelque chose que... Mais oui, pas d'un point de vue prestige, école, concours, machin, genre de choses. Ma réponse c'est plutôt oui, dans le sens où j'aime ce que je fais et j'adore me lever le matin et faire ce que je fais la journée et même parfois aussi le faire le week-end et dépasser. Voilà. Donc de ce point de vue-là, comme j'aime ce que je fais, je pense que oui. Et parce que c'est ma définition de la réussite. C'est quoi ta définition de la réussite? C'est se lever le matin, faire ce qu'on aime toute la journée? Pour moi, quelqu'un qui réussit sa vie d'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui a cette envie de passer cette journée et de faire son métier. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, enfin, je sais pas, si tu es passionné de plantes ou d'animaux et que tu travailles, je sais pas, dans une forêt ou dans un zoo, si t'es passionné, moi je trouve que t'as réussi ta vie. Parce que tu fais ce que t'as envie de faire et ça te procure un bonheur qui est gigantesque. T'es pas là en train de dire, ok, ce matin je dois être rendu à telle heure, j'ai pas envie de faire ci, pas envie de faire ça, etc. Tes journées elles passent tellement plus vite quand t'es passionné par ce que tu fais.
Donc l'épanouissement professionnel. Ouais. D'un point de vue professionnel, pour moi, c'est quasiment la seule définition que j'ai. Après, le reste, les critères financiers, prestige ou autres, ça me passe un peu par-dessus, quoi. Non mais c'est super, c'est une façon très nature de voir la chose finalement. Très, comment dire, avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie à moins de 35 ans, c'est rare. Mais la simplicité de l'épanouissement professionnel peut suffire. Qu'en est-il d'avoir une vie de couple, de famille, une vie sociale qui prend une part de plus en plus forte? C'est pas une question piège, hein, c'est vraiment... je sais que tu as tout ça dans ta vie. D'ailleurs, j'en fais partie, heureusement, avec plaisir. Mais quelle part tu réserves à ça par rapport à cet épanouissement professionnel? Bah, du coup, pour juste compléter la question d'avant, et c'est en lien total avec la réponse que je vais t'apporter, il y a aussi ce truc de, moi pour l'instant, je suis juste un doctorant, tu vois, je peux pas dire que j'ai vraiment réussi parce que j'ai pas je suis pas encore chercheur. Ah, il y a donc un plot twist. Du coup, voilà. Et donc du coup, ça fait que il y a un certain engagement qui fait que les journées peuvent être assez fatigantes, que je pourrais, par exemple, même les week-ends, j'aimerais tellement me scinder en deux ou être comme Naruto et pouvoir me multicloner, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc du coup, il y a des choix à faire à un moment donné. Les choix qui ont été faits plutôt quand c'était en école, c'était ok, les amis, machin, etc. et on profite. Et je pense que ça a été très formateur aussi de ce point de vue-là. Et j'ai bien fait de le faire, mais à un moment donné, j'ai des objectifs aussi d'un point de vue pro. Et donc même si je garde une part pour mes amis, les voir, etc., profiter un peu de temps en temps, j'ai quand même vachement réduit le fait, enfin je les vois quand même beaucoup moins de manière générale. Par contre, d'un point de vue personnel, j'arrive à trouver un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça aussi c'est à garder, et c'est important si on veut finalement réussir un peu ce marathon qui est la vie, je pense. Enfin, de manière générale. C'est si philosophique. Parce que moi je te connais très philosophique, les gens ne te connaissent pas, donc ça me surprend pas d'avoir ce genre de phrase, mais oui, je suis assez d'accord. Mais je trouve ça assez surprenant que tu réussisses à avoir cet équilibre. Enfin, c'est dur, hein, je vais pas te le cacher, ça m'a mis je pense une bonne année avant le début de la thèse pour réussir à trouver un équilibre qui me correspond, quoi. Mais là maintenant je pense que j'ai atteint un peu mon rythme de croisière. Et donc au bout de un an et demi, donc là c'est bon, là je suis lancé. Bah t'es lancé, c'est parti. Ouais. Ok, trop bien. C'est une question très importante que je viens de te poser, mais en même temps tu m'y as répondu tellement simplement que je pense que c'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin dedans. Je pense que t'as été pour le coup très efficace, même si t'es très bavard. Donc je vais passer à la question suivante, qui est une question que j'aime beaucoup poser, et c'est ce qui m'a en fait drivé à créer ce podcast. Dans ta jeune carrière et dans tout ce que tu as pu traverser de différent et d'intense, c'est quoi ta plus grosse galère? La plus grosse galère que tu as traversée dans ta carrière? C'est dur, la notion de galère, on peut la définir de plein de façons différentes. Je dirais quand même que la période qui a été la plus compliquée, ça a été la 2e année en classe préparatoire. C'était quand même assez rude, à la fois d'un point de vue perso, mais quand même aussi d'un point de vue cours à suivre, etc. Le rythme qu'il fallait avoir était quand même assez prononcé. C'était vraiment dur à ce moment-là. Pourquoi c'était dur? Parce que il y a aussi ce truc de t'as tes objectifs, t'as tes rêves, machin, et en fait tu te rends compte que t'as masse d'informations où ça s'arrête jamais, qu'il faut absolument ingérer. Il faut aussi trouver son équilibre. Après, il y a les concours qui arrivent et ce genre de choses, et tu sais que c'est des moments charnières dans ta vie. Il y a plein de choses, mais ça a été une année, surtout la 2e année, a été vraiment compliquée, mais je pense surtout parce que il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et que je fais partie, je pense, de ces gens qui ont besoin d'avoir... Bon, je comprends quand même un peu les choses, pas non plus trop lentement, mais j'ai quand même besoin d'avoir un peu de temps, quand même, un peu de temps de réflexion, un peu de temps de maturation pour que ce soit une idée physique, en maths, ce genre de choses, pour ingérer à proprement parler ce concept et me l'approprier pour pouvoir le réutiliser par la suite. Et ce temps-là, je l'ai vraiment pas eu en 2e année. C'est pour ça que j'ai fait une 3e année, et là, par contre, c'était super cool. Et j'ai même pas vu les concours comme étant
un moment où c'était des examens, machin, etc. À la fin, c'était juste, ok, je me fais plaisir, et puis après, on verra. L'aboutissement de ça, quoi. Ouais. Trop bien. En fait, ta prépa en 2 ans, tu l'as faite entre la 2e et la 3e année, quoi. Quasiment. La Ouais. première année, c'était l'échauffement. La première année, c'est l'échauffement. On mouille Et la deuxième, nuque. troisième, c'était... On mouille la nuque. La 2e année, on douille, on souffre. Mais en fait, il y a souvent cette période de souffrance de l'apprentissage. C'est marrant comme galère parce que, en fait, tu me parles d'équilibre vie pro, vie perso juste avant. Et là, tu me parles d'une souffrance dans l'apprentissage de ta 2e année. Et en fait, c'est hyper drôle comment c'est relié à quel point la rupture de ta vie pro, vie perso pendant ta 2e année, parce que tu avais un apprentissage tellement intense pendant cette période-là, a fait que ça a fait de ça ta plus grosse galère et celle qui te revient en premier en tête, quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que ça a été tellement intense de ce point de vue-là, que lorsque tu réussis, putain, mais la récompense énorme que tu as à la fin, quoi. Donc en fait, et même de manière générale, c'est un peu l'esprit des sciences, tu vois, les sciences c'est dur, tu viens pas faire des sciences parce que c'est facile, parce que tu comprends tout, ce genre de choses. Les sciences c'est dur à proprement parler, c'est dur, il faut savoir accepter la difficulté, même quand dans un match de foot par exemple, tu perds 1-0, ok, bah 80e minute, c'est compliqué, machin, il y a peut-être une finale de Ligue des Champions qui te passe sous le bout du nez, mais après, quand t'arrives, à force de travail, de persévérance, de tout plein de volonté pour avancer, à parfois faire basculer ce truc du bon côté, tu peux au foot remonter et marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes, gagner finalement ce match. Ou sinon, en sciences, par exemple, quand tu as compris quelque chose qui était parfois tellement dur, tellement difficile, tellement long à intégrer, trop bien. Enfin, c'est toute la récompense en vaut tellement le jeu, quoi. Enfin, j'ai une citation en tête. Le jeu en vaut tellement la chandelle. Ouais. J'ai un peu mixé les mots, là. C'est pas grave. Le jeu en vaut la chandelle. Ouais. À la fin. Mais il faut vraiment savoir accepter la difficulté de manière générale. C'est bien, forcément, d'une certaine mesure, parce qu'il faut pas trop accepter la difficulté, il faut pas être trop je suis capable de prendre, etc. Mais il faut quand même savoir se dire, ok, parfois il y a des moments difficiles, il y a des moments charnières, je sais que je suis dedans, c'est compliqué, mais je serre les dents, et puis un peu après, ce sera mieux, quoi. Et puis effectivement, même un peu après, ça peut être beaucoup mieux, quoi. Donc l'acceptation de la difficulté, c'est aussi, je pense, l'une des premières étapes qui te mène aussi à la progression infinie. Ça pourrait être une citation, ça. Mais en parlant de citation, ça me rappelle une. J'ai vérifié qui c'était à l'instant, Jim Rohn. J'avais Jim Rohn en tête. J'avais en tête que c'était un entrepreneur américain, mais j'ai lu un de ses livres qui disait, il me semble que c'est à peu près ça la citation, je corrigerai dans les commentaires si jamais, dans la description de l'épisode si jamais. Il disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile, mais souhaite être meilleur. Tu partages ça ? Ouais, de ouf. Ouais, t'es d'accord avec ça ? Ouais, carrément, enfin, t'apprends pas forcément quelque chose si c'est facile. Si on te prémâche absolument tout, tu vas pas le retenir, quoi. C'est comme, je sais pas, tu fais un exercice, je sais pas. Si on te donne pas la réponse et que t'as passé genre une semaine dessus ou 1 heure dessus, etc., tu t'es cassé la tête, au moment où soit tu le trouves de ton côté, toute seule ou tout seul, ou alors quand la réponse, on te guide un peu pour que tu y parviennes, ou alors qu'on te la donne, parfois ça peut te rester ancré à vie. Sinon, si c'est un exercice où t'as juste à tourner la page pour avoir la réponse, ou dès à la première difficulté que tu te dis bah ok, vas-y hop, je regarde la réponse et basta, cet exercice-là, il t'aura rien appris, quoi. C'est pas la réponse en elle-même qui importe, c'est l'exercice plus que la réponse qui lui est associée. Je pense qu'on est pas mal sur les plus grosses galères. Elle est assez parlante. Et on a fait à peu près le tour de ce qu'on s'est traité. On va arriver vers la fin de l'épisode, je pense, bientôt. Avant de conclure complètement l'épisode, j'ai envie de te poser quelques questions un peu légères. Et j'ai envie de commencer par la moins légère qui me vient en tête. Tu me connais passionné d'innovation et de nouvelles technologies. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de l'intelligence artificielle, notamment générative, mais potentiellement générale, dans la recherche ? Du coup, justement, là, la réponse que je t'apporte, c'est plutôt non. Mais je pense que c'est assez spécifique au cas de la recherche. Okay. La recherche, par exemple, c'est un domaine dans lequel il y a plein de choses un peu nouvelles. Et pour avoir déjà fait le test avec ChatGPT, par exemple, ses limites, c'est quand tu traites de domaines de recherche. Des connaissances qui sont pas assises, où t'as pas forcément beaucoup de
de données, de lecture, de ci, de ça. De ce point de vue-là, parfois, nous, les sources qu'on a, c'est quasiment, bah tiens, j'ai vu un tel dans une conférence il y a genre 6 mois qui a parlé de telle idée, le truc, tu vas pas le retrouver sur Internet. Du coup, tu connais, t'as retenu un peu ça, et une IA ne pourra jamais retrouver la source, parce que juste, ça n'existe pas. La réponse, finalement, c'est le corpus de l'IA qui n'est pas suffisant, quoi. Il y a de ça, il y a aussi la véracité, finalement, de tout ce que nous, enfin, en fait, de ces savoirs-là, quoi. Et c'est pour ça qu'en recherche, je pense que... Donc moi, d'un point de vue technique, je pense qu'il y a un point pour lequel ça pourrait être vachement utile, ça peut être soit la rédaction de thèse, donc synthèse finalement des savoirs acquis durant un certain temps, à partir d'une certaine banque de données, une certaine base de données. Il y a un deuxième point qui pourrait être intéressant, ce serait par exemple de faire des programmes, enfin de quasiment coder des choses que nous maintenant on fait à la main quand on a besoin, etc. Mais en partie ça pourrait être une bonne aide, au moins pour avoir une base sur laquelle s'appuyer et gagner du temps de ce point de vue-là, pour que nous après on puisse mettre 2-3 petits trucs en plus et voilà, et peaufiner un peu tout ça par nous-mêmes. Mais sinon je pense vraiment pas à beaucoup de choses. Là pour le coup je pense que dans mon domaine, dans mon métier, dans ce que je fais en recherche, c'est assez limité. Ouais. Il y a toujours besoin d'avoir une main derrière, il y a toujours besoin qui te dit ok j'ai vu un truc une fois là-bas qui disait ça, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc qui ressemble, mais ok on va commencer à réfléchir un peu à ça, et c'est comme ça qu'émerge une idée en fait. Donc je pense pas. Oui, il y a trop d'intuition pour que ça se fasse. Il y a ce truc aussi, ouais c'est ça, il y a ce truc de attends mais j'ai vu un truc il y a genre 10 ans sur ça, on avait travaillé sur tel ou tel truc, est-ce qu'on peut pas essayer de le réadapter à ce cas-là, etc. Ça une IA elle est pas capable de le faire. C'est pas de la synthèse de connaissances, c'est genre il n'y a pas de connaissance vis-à-vis de ça, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir justement créer cette connaissance. C'est de l'intuition. Et ça c'est un truc que l'humain, à proprement parler, est quasiment encore pour le moment le seul à apporter. Ok. J'ai plus trop de questions un peu lourdes, j'ai 3-4 questions un peu légères. Malgré tout, celle-là, ça dépendra de ta réponse, mais tu te vois où dans un an? Oh bah je vais encore être en thèse. Tu n'auras pas bougé? Non, La thèse finit dans combien de temps? La thèse, c'est 3 ans en sciences, Dans ce cas, tu te vois où dans 5 ans? Post-doctorat, en fait, le truc, je l'ai pas forcément dit, mais une fois que tu as fini ta thèse, nous on a des postes un peu intermédiaires, assez précaires, sur des contrats de quelques années, donc de 2, 3, 4 ans, pas plus. Où en gros, il faut que tu publies un maximum, que tu montres un peu que tu es bon, quoi, enfin que tu sais faire de la recherche, pour à la fin peut-être espérer passer le concours du CNRS, espérer peut-être à la fin avoir un poste permanent, du coup, un poste fixe. Pas un CDI. Voilà, l'équivalent d'un CDI. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est comme si tu fais un CDD de 2-3 ans et là tu dois être productif. Ok. Mais dans les faits, c'est quasiment comme une thèse, c'est juste que tu fais peut-être dans notre domaine un peu plus de théorie, mais voilà quoi. Ton métier aujourd'hui, c'est être chercheur et professeur? Dans le cadre de la thèse, on a tous des enseignements à faire valoir. Donc c'est 64 heures à l'année. Moi j'enseigne à l'université, où d'ailleurs plus le temps passe et plus j'aime vraiment beaucoup ce modèle-là, ce modèle d'université. Et enseigner et chercher en même temps. À la fois enseigner et aussi même d'un point de vue des élèves que je rencontre. Il y a parfois des gens qui sont très 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 curieux, très autonomes en fait. À la fac, il y a beaucoup d'autonomie. En prépa, t'es très cadré, on te pousse à faire les choses. À la fac, c'est vraiment une recherche constante de l'autonomie, de la précision, de gens qui apprennent énormément par eux-mêmes. Moi, je loue de fou cette qualité, et de curiosité, et aussi de modèle un peu. Le modèle de la fac est très intéressant pour prendre de recul sur les connaissances qu'on nous apprend. Juste de laisser du temps pour digérer l'information, justement. Mais donc, ça amène ma question. Si tu devais être, jusqu'à la fin de tes jours, soit chercheur, soit professeur, tu choisirais quoi? Là, c'est dur. J'ai dit question légère, j'ai pas une question simple. Hein. Non, mais... non, en fait, je pense que quasiment tout bon chercheur a une certaine fibre pédagogique. Et plus le temps passe, et plus je l'ai. Par contre, je me verrais quand même plus chercheur que prof à temps plein. Je préférais faire majoritairement de la recherche que de l'enseignement. Par contre, si jamais je fais de la recherche, je garderai cette part d'enseignement voilà, faut pas que ça prenne non plus trop de temps, sauf si je décide que ça en prenne,
mais par contre je garderai pour sûr cette part d'enseignement parce que j'ai envie de transmettre les connaissances que j'acquiers. Ok, donc si je comprends un peu ta réflexion, à court terme, si tu devais être soit l'un soit l'autre, mais jamais les deux en même temps, à court terme, chercheur uniquement, à long terme, je sais pas. Professeur pour enseigner. Je sais pas. Peut-être pas. Bon, à long terme, j'en sais rien. Mais par contre, actuellement, c'est beaucoup plus... c'est plus recherche, mais toujours avec cette fibre pédagogique et cette volonté d'apprendre des choses qui sont complexes à d'autres personnes, quel que soit leur niveau. Quoi. Ok, bon, on va pour le semi-joker pour cette question, t'en as pas jusque-là. Question vraiment complètement légère pour le coup. C'est quoi ton kiff culturel du moment ? J'ai pas... Alors, du moment, je mettrais les échecs dedans, même si ça fait quand même 2 bonnes années que j'y joue de manière prononcée quand même de mon côté. J'avais beaucoup rushé ça au début, et j'ai beaucoup progressé au début. Maintenant, c'est plus un peu plus pour le fun, aussi pour apprendre, parce que c'est rafraîchissant d'apprendre des choses d'un domaine un peu différent. Je progresse toujours, mais juste à un rythme plus ralenti, étant donné que je préfère mettre mon énergie ailleurs. Mais je pense gérer les échecs. Je pense que, je suis tellement quasiment déçu de ne pas avoir eu la chance à un moment donné, d'en faire en étant tout jeune. En compétitif, quoi, finalement. Ouais. Et surtout tout jeune, tout petit. Genre, j'avais peut-être pas la maturité à l'époque. Je crois que j'avais fait une année à l'époque, c'était à l'école. On avait des activités du soir. Et j'avais fait durant 1 an un peu des échecs. Mais alors, par contre, ça faisait 15 ans que j'en avais pas fait, et du coup je partais de zéro, je savais rien faire. Pour le coup, c'était j'avais tout oublié, quoi. Et je me dis bon, j'aurais peut-être dû continuer dans cette voie-là, quoi. Ça aurait été hyper intéressant, et je pense que j'aurais vraiment kiffé. Et de ce point de vue-là, j'ai jamais pris de cours, et j'ai beaucoup appris par moi-même. Et je pense que s'il y a bien un truc que je ferais dès que j'aurai du temps, c'est de m'inscrire dans un club d'échecs. Ok. T'as une deuxième passion ? J'ai énormément, mais ça fait depuis des années. J'ai fait 10 à 15 ans de foot, donc forcément il y a le foot. Oui, le foot, le sport de manière générale. J'ai fait beaucoup. En fait, j'ai fait que du sport. J'ai fait que du foot en sport. Et par contre, grand passionné de plein de sports de manière générale. Que ça soit, en particulier les sports que j'apprécie beaucoup, c'est volley, ping-pong, badminton. À regarder ou à pratiquer ? Les deux. Les deux ? En fait, beaucoup plus à pratiquer qu'à regarder, même si du coup, dès qu'il y a une petite info qui sort sur, en général, ces sorts-là, machin, sur ces sports-là, là ça m'intéresse. Et à regarder, en vrai, c'est passionnant. Non, finalement, c'est pareil. Tu apprends aussi en regardant. Quand tu vois la gestuelle des joueurs ou des joueuses, quand tu commences à conceptualiser un peu le truc, ok, pourquoi ce placement, pourquoi ci, pourquoi ce coup, pourquoi ça, là tu commences à rentrer dans une autre dimension qui là est intéressante aussi. Plus mentale, en fait, plus intellectuelle du sport, quoi. Ok, super intéressant. Et il y en a plein d'autres, j'ai un peu oublié, mais c'est vachement cool de regarder du basket, du rugby aussi longtemps. Dès que j'ai du temps pour regarder du sport, je le fais. Juste, j'ai moins de temps en ce moment, quoi. Ça paraît assez évident. Ok, trop bien. Je pense qu'on a fait un sacré tour. Une toute dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pardon, j'ai bafouillé sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ça paraît... Comme ce qu'on souhaite en début d'année, la santé, les amis, le bonheur, et du coup aussi un petit peu, il y a une petite pensée qu'un jour... réussite de thèse. Réussite, même plus loin que la thèse, que je puisse devenir chercheur. C'est tout. C'est tout ce que je te souhaite. Avoir la possibilité à un moment donné, et que je puisse être sélectionné, et puis pouvoir accepter, quoi. C'est tout ce que je te souhaite. Merci Maxime pour ce podcast. De rien. Merci beaucoup. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. C'était Simon Guillochon et vous venez de plonger dans mon podcast, Le métier qui rentre. À très bientôt.